Bonjour et bienvenue, l'invité de la rédaction en direct du studio Jérôme Bellet est chercheur à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux depuis près de 30 ans. Membre du comité des experts du CNSR, le Conseil national de sécurité routière, membre du Conseil international sur l'alcool, les drogues et la sécurité routière, expert pour la Banque mondiale et l'Union européenne, c'est le psy de la route national et international. Jean-Pascal Assayis, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h45 avec bien sûr le rendez-vous avec l'actualité trafic à 14h30 et en cas d'urgence, l'interruption en décrochage régionaux pour aller alerter les conducteurs avec Géraldine Millat pour les autoroutes alpines et Aurélia Valto pour le réseau APRR. Autoroute Info, l'invité de la rédaction. Jean-Pascal Assayis, le terme d'aujourd'hui est large, alors on va commencer dans le vif du sujet. Est-il possible de réformer le comportement des mauvais conducteurs ? Alors bien sûr, des fois on pourrait être un peu pessimiste parce qu'on en voit encore tellement souvent des mauvais comportements. Mais enfin disons que déjà ce qu'on sait bien c'est que pour passer de 16 000 tués par an dans les années 70 à 3 400 aujourd'hui, ça tombe pas du ciel. Il a fallu qu'il y ait eu des modifications. On a quand même toujours autant de conducteurs et de voitures sur les routes. Il y a donc de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir, oui. Si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est ce que j'appelle très systémique, la sécurité routière. C'est-à-dire que tout le monde bouge en même temps. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, quand la courbe descend, elle descend pour tout le monde de la même façon. Et bien sûr que quand on baisse, par exemple, une limite légale, bien sûr que vous avez toujours des gens qui vont les transgresser, qui vont rouler au-dessus de la vitesse ou au-dessus de l'alcoolémie. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on baisse une norme légale, eh bien, tout le monde descend un peu. C'est-à-dire que les gens qui roulaient à 160 se mettent à rouler à 150, les gens qui roulaient à 120 se mettent à rouler à 110, etc. Et c'est pareil pour l'alcool. Alors, on va replacer dans un contexte mondial. C'est assez vertigineux, ces chiffres. Près de 3500 personnes meurent sur les routes chaque jour sur Terre. Ça représente 1 250 000 tués. C'est énorme, c'est effrayant. 20 millions de blessés sur l'année, d'après les chiffres 2015 de l'OMS. Alors, dans vos recherches, il y a l'impact de la culture sur ce qui est réformable dans le comportement. Vous arrivez à la fin de 3 années d'études pour 3 pays très différents, le Vietnam, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Qu'est-ce qui ressort de ces études ? Ce qu'on voit bien, c'est ce que j'appellerais l'articulation entre l'universel et le culturel. C'est-à-dire que quand vous arrivez, prenons l'exemple du Vietnam, vous arrivez dans ce pays comme chercheur en sécurité routière, tout vous semble différent. Les gens ne conduisent pas des voitures, mais des motos. Sur la moto, souvent, il y a 4 ou 5 personnes, le papa, la maman, le frère, la sœur. Bon, alors on se dit évidemment, il va falloir travailler différemment. On ne va pas appliquer les mêmes mesures qu'en France. Donc, il y a des choses qui vont être très différentes. Il y a des choses qui sont très similaires. Par exemple, la mauvaise compréhension des distances de sécurité. Ah oui, qu'on soit latin, asiatique ou africain. Que les gens collent trop avec une moto ou une voiture, qu'on soit vietnamien ou français, on voit bien que ça rentre pas parce que les gens ne respectent pas les distances. Bon, l'effet de l'alcool aussi. Bon, ou même des choses plus psychologiques, comme par exemple, souvent on voit le papa et la maman en Vietnam sur une auto, ils mettent pas le casque aux enfants. Alors on leur demande, mais pourquoi vous mettez pas le casque à vos enfants ? Alors ils disent, j'habite juste à côté, ou en ville, à la vitesse où je roule, il peut pas y avoir d'accident grave. Et ce qui était exactement les mêmes arguments que donnaient les parents français quand ils attachaient pas dans le temps les enfants à l'arrière des véhicules. C'est ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire, évidemment, l'idée qu'on pourrait infliger un tort grave à son enfant est quand même pas acceptable à la conscience. Donc on va décider que l'accident n'est pas possible pour ne pas s'inquiéter plus. Et pour les autres pays, l'Afrique du Sud et l'Argentine, des particularités qui vous ont étonné lors de vos recherches ? Disons que l'Afrique du Sud, ce qui frappe évidemment, c'est un pays en plein développement, qui est plein d'avenir, mais un pays qui a encore d'énormes problèmes, et pas seulement de sécurité routière. La situation de la sécurité routière est dramatique, mais celle du sida et de la violence et des violences conjugales et de la maltraitance est aussi terrible. Alors, le problème, c'est que là-bas, les gens conduisent assez peu de véhicules par manque de moyens, mais on a d'énormes problèmes avec les piétons alcoolisés. C'est-à-dire qu'effectivement, chez nous, toute la thématique, c'est alcool au volant. Le problème en Afrique du Sud, c'est essentiellement le problème du piéton alcoolisé. Parce que quand il rentre chez lui alcoolisé, c'est pas seulement l'accident de la route qu'il va craindre, mais il va craindre tout un tas d'autres dangers. Donc vous devez insérer la sécurité routière dans une action plus globale. Et ça peut sembler minoré par rapport à l'ampleur des autres problèmes. Et du coup, effectivement, la sécurité routière, là-bas, pour le moment, n'est pas un enjeu très fort. Donc tout le travail, c'est de le faire sortir cet enjeu, parce que malgré tout, il existe. Alors on va faire un petit détour dans un pays, enfin une présipauté, pour continuer de façon un peu plus légère sur le thème de la sécurité routière. Direction le Groenland et ses actualités sur le permis de boire et conduire. Des stages de conduire, boire et conduire. En un week-end, Dédé vous initiera au secret de la conduite en état d'ivresse. En fin de stage, à l'issue d'une épreuve de code de la route ivre et d'un test de conduire bourré.
Dédé vous remettra un permis de conduire et boire. Attention, uniquement valable auprès des policiers et gendarmes titulaires d'un permis de port d'armes en état d'ivresse. Alors Jean-Pascal Assailly, l'humour grossit le trait, mais finalement c'est un peu cela. Plus de 90% des pays disposent d'une législation nationale sur la conduite en état d'ébriété, mais à peine la moitié ont fixé un seuil légal d'alcoolémie inférieur à 0,5 grammes par litre, comme le recommande le rapport mondial. Pourquoi on n'arrive pas à imposer cette règle qui semble finalement de bon sens ? Sur l'alcool, c'est essentiellement une question de mauvaise perception du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore une conscience réelle de ce que l'alcool produit comme effet sur la conduite automobile. Donc, d'autre part, il faut qu'il y ait un apprentissage collectif. Dans beaucoup de pays aussi, les policiers ne sont pas encore formés pour s'occuper de ça. Les politiciens ne sont pas encore motivés pour prendre en compte le problème. Donc, on a, si vous voulez, bon, les bons élèves dans ce domaine-là, ça a été les pays scandinaves. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont commencé à se préoccuper de l'alcool au volant dans les années 1920-1922. Ah oui, en France, on en était loin. Voilà, donc nous, il a fallu attendre 70 ou 80 ans pour s'occuper de ça. Donc en quelque sorte, on va dire la différence des tués sur les routes à cause de l'alcool entre la France et la Suède, c'est quelque part l'histoire de 70 ans de retard. C'est un décalage historique. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment marche la sécurité routière. Dans un premier temps, quand vous prenez une mesure, les gens ils vont la respecter juste par peur de la sanction. C'est comme l'histoire des radars, les pertes de points, les pertes de sous. Bon, on respecte, on n'est pas très convaincu, mais on respecte par la peur de la punition. Bon. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette peur, elle va s'intérioriser dans ce qu'on appelle une norme sociale. C'est-à-dire, le groupe va considérer que c'est pas bien finalement de rouler à 150 ou de rouler au-dessus de 0,5. Et autour de vous, vos proches, vos parents, vos amis, vos collègues de bureau vont commencer à vous faire des remarques. Donc, on est très influençable par ça. L'être humain est extrêmement influencé par ses proches. C'est un peu l'exemple d'ailleurs de la ceinture de sécurité pour les enfants que vous évoquiez tout à l'heure. Avant, c'était complètement anodin d'attacher les enfants. Maintenant, personne ne roulerait sans attacher son tuyau. Voilà, c'est ça. Voilà. Et à la limite, vous savez, à la fin, on peut aller encore plus loin dans cette intériorisation. Il y a ce qu'on appelle la norme individuelle, c'est-à-dire, même si c'était permis, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour le meurtre ou le viol, chacun de nous, normalement, on n'a plus besoin d'un képi ou d'un radar. Voilà, on s'interdit. Donc, c'est un processus d'intériorisation qui prend, en général, entre 50 et 80 ans. C'est des processus qui sont longs. Donc, chaque pays a un moment du processus. Alors, pour ce qui concerne encore la sécurité routière, en dehors des infrastructures, puisque tous les pays n'ont pas les mêmes routes, et pour ce qui concerne le comportement des conducteurs, les facteurs de risque sont-ils partout les mêmes dans le monde ? Alors moi je pense à l'alcool, la drogue, la vitesse, l'émergence de la voiture dans les pays où il n'y en avait pas beaucoup. Quels sont les facteurs suivant les zones géographiques ? Alors, c'est certain que les trois règles d'or, vitesse, alcool, ceinture, ça, on retrouve ça partout sur la planète. Le cannabis, ça dépend des pays. Par exemple, ça va être extrêmement important en Espagne, ça le sera beaucoup moins dans d'autres pays européens. Ça dépend des politiques et des consommations. Ce qui monte beaucoup en dehors de ça, c'est bien sûr les questions de la distraction, avec la montée de la question du téléphone et de tous les distracteurs possibles dans la voiture. La question de la fatigue, et particulièrement sur l'autoroute. On ne se pose pas forcément, d'ailleurs, la fatigue au volant. Voilà. On n'a pas en plus de marqueurs pour dire, un agent de police ne pourra jamais dire vous êtes fatigué et vous ne devez pas prendre la route. Il n'est pas illégal d'être fatigué. Donc, il n'y a pas d'éthylomètre, il n'y a pas de loi. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que la dette de sommeil touche beaucoup de gens, particulièrement les jeunes. Le fait de manquer 1 heure de sommeil chaque jour de la semaine. Le samedi soir, ça peut provoquer des effets dramatiques d'endormissement au volant. Alors, ce qui nous frappe, c'est cette montée de la distraction, ce qui va avec cette idée de la voiture qui devient un peu une bulle, un utérus où on passe beaucoup de temps dedans, on est de mieux en mieux et on a de plus en plus de petits outils pour nous distraire de l'objectif réel qui est l'adaptation de sa conduite. Donc ça monte dans tous les pays, parce que les gens peuvent aussi téléphoner sur des motos en Asie, c'est le même phénomène. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est la montée du stress, c'est-à-dire que un bon poste d'observation, vous savez, c'est ces stages de récupération de points où les gens viennent récupérer 4 points parce que le permis sans le roussi. Bon. Oui. Alors, c'est un bon poste parce que pendant 2 jours, on a les Français de toutes conditions, de tous âges, de tous milieux qui s'expriment sur leurs problèmes sur la route. Et on entend beaucoup de choses. Ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, la question du stress, des stress de la vie, c'est-à-dire créé par la crise, le stress professionnel, la précarisation de son métier, le stress conjugal, la montée du divorce, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, les Français invoquent ça pour expliquer leur mauvais comportement sur la route. En disant, en quelque sorte, vous êtes bien gentil, la sécurité routière, vous avez sûrement raison, les distances de sécurité, mais moi, je risque de me faire virer, etc. Donc, quand la personne rentre dans sa voiture, elle est déjà très stressée,
Donc espérer qu'elle ait un comportement très apaisé, c'est un peu illusoire. Voilà. Alors il y a des gens qui vont vous dire que c'est une façon de se défausser, hein, de ne pas respecter les règles. Mais en tout cas, nous les psychologues, on le voit bien, de plus en plus, je dirais que les stress de la vie rentrent dans la voiture. Alors, pour revenir sur un dernier chiffre 2015 de l'OMS, alors là, ça donne froid dans le dos. Toutes les 4 minutes, un enfant perd la vie sur les routes. Ce qui fait peur, c'est de se dire que depuis le début de l'émission, au moins 3 enfants sont morts. Une centaine d'autres ont été blessés. Il y a l'adulte au volant qui est responsable de la mort du piéton ou du cycliste, mais est-ce qu'il y a aussi l'éducation des enfants à prendre aussi en compte pour améliorer les choses ? Oui, c'est fondamental. Vous savez, ça, tous les psychologues vous diront que c'est pas propre à la sécurité routière. Dans tous les domaines de l'éducation, de la santé, il faut commencer le plus précocement possible. L'éducation routière, ça doit commencer à la maternelle. On reviendra tout à l'heure dans l'émission sur le rôle fondamental des parents aussi, bien sûr. Ce n'est pas que l'école. Mais effectivement, dans les pays à bas revenus, dans les pays défavorisés, là, la situation des enfants est dramatique parce que quand vous devez traverser une 2x2, une voie express pour entrer de l'école à chez vous, on n'a pas besoin d'être un grand expert pour comprendre que il y aura les chances de survie sont plutôt voilà, minces. c'est ça. Bon, chez nous, en France, on a fait évoluer ce problème-là, c'est-à-dire que dans les années, au siècle précédent, la mortalité était surtout des enfants piétons, parce que moi, quand j'étais petit, on allait tous à pied à l'école. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus une mortalité d'enfants passagers en France, parce que les parents français ont trop peur de laisser maintenant leur enfant marcher jusqu'à l'école entre 6 et 12 ans. Du coup, on les covoiture en permanence, ce qui fait beaucoup baisser la mortalité piétonne, mais ce qui présente des effets pervers aussi de toujours les covoiturer. On va revenir sur l'éducation des enfants à la sécurité routière et bien d'autres sujets. L'invité de la rédaction continue jusqu'à 14h45 avec Jean-Pascal Assailly. À suivre dans l'autoradio sur la fréquence 107.7 et sur autorouteinfo.fr. Mais on retrouve tout de suite le flash trafic avec Géraldine Milla et Aurélien Valto.